Bonjour Sacha. Nous sommes donc très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans une nouvelle rubrique qu'on lance avec vous. Donc, vous êtes notre premier invité, on en est très heureux, qui s'appelle l'Instant Hayastan. Chaque semaine, chaque dimanche, on recevra un invité, une personnalité, pour parler de ce qui se passe en Artsakh, pour avoir les dernières informations, pour le combat pour la reconnaissance de l'Artsakh ici en France et peut-être plus largement en Europe par la suite. Vous étiez, monsieur le député, du 25 au 28 octobre dernier en Arménie, dans le cadre d'un voyage parlementaire avec une quinzaine de députés et anciens députés. Est-ce que vous pouvez nous faire un retour sur ce que vous avez vu, sur ce qui s'est dit? Voilà, merci. Bien sûr, merci Sacha, en tout cas merci pour votre accueil et merci à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Effectivement, il y a 2 semaines, nous sommes partis avec 15 parlementaires de tous bords politiques et des anciens parlementaires aussi, en Arménie pour aller témoigner de notre soutien, constater sur le terrain ce qu'il se passe et pouvoir revenir en France avec des informations, avec des éléments qui nous permettent de pousser au maximum pour que les combats s'arrêtent et pour qu'une solution soit trouvée à ce conflit. Donc nous sommes partis pendant 3 jours. Nous avons bien évidemment eu des moments institutionnels avec les différentes autorités de l'Arménie et de l'Artsakh, parce que nous avons rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, que nous avons vu. Donc des moments institutionnels, mais surtout un soutien et des visites de terrain auprès des militaires blessés, à l'hôpital notamment de Yerevan, mais également des familles de déplacés que nous sommes allés interroger, mais également des familles de victimes. Nous avons écouté les témoignages, mais également le défenseur des droits arménien, qui fait un travail absolument formidable et qui collecte un certain nombre d'informations sur les violations du droit international, l'utilisation d'armes à sous-munitions, l'utilisation d'armes à phosphore blanc, l'utilisation, la dégradation et la mutilation des corps des défunts, etc., qui sont autant d'éléments qui, bien évidemment, nous touchent, mais surtout nous révoltent et nous amènent en France à faire beaucoup de bruit sur ce qui s'est passé et ce qui se passe toujours en Artsakh, pour pouvoir porter cette voix-là de celles et ceux que nous avons interrogés et de ce que nous avons vu sur place, pour pouvoir témoigner de l'atrocité de la guerre et du combat, et de l'atrocité de la façon dont ça se fait et des violations du droit international qui aujourd'hui sont menées par les Azéris, aidés bien sûr par les Turcs et par les djihadistes, les mercenaires syriens qui sont transportés sur le combat. Donc voilà un peu quel était l'objectif de notre déplacement, à la fois témoigner de notre soutien, observer, collecter des preuves et des données, et puis revenir en France unis avec un message transpartisan de tous les bords politiques, qui a un soutien clair et affiché à l'Arménie et à l'Artsakh, et une volonté farouche de tout faire pour pouvoir arrêter ce conflit et sortir par le haut pour le peuple de l'Arménie et pour le peuple de l'Artsakh. Voilà un peu quel était l'objectif, mais le travail est compliqué, le travail est difficile, vous le voyez tous, et il ne suffit pas de la simple volonté politique pour y arriver. C'est un conflit complexe sur lequel il y a de nombreux obstacles diplomatiques et militaires, et sur lesquels je peux vous assurer que tous les parlementaires, en tout cas qui étaient présents, sont mobilisés, et chaque jour qui passe depuis que nous sommes revenus, chaque jour qui passe, non seulement nous y pensons le matin, le midi et le soir, et la nuit, mais nous travaillons en coulisses et publiquement pour essayer d'apporter notre pierre à une solution rapide et la plus rapide possible sur le théâtre d'opération. Je sais, monsieur le député, que vous êtes allé aussi à l'hôpital, vous nous l'avez dit, pour rendre visite aux victimes de cette guerre. Vous avez vu l'effroi, vous avez vu l'horreur. Et je ne sais pas si vous avez pu échanger avec ces personnes-là, avec ces héros, qu'est-ce qu'ils disent, dans quel état d'esprit ils sont Alors, on a été à l'hôpital de Yerevan, à côté de Yerevan. Je peux vous assurer que quand vous rentrez dans cet hôpital et quand vous en sortez, vous n'êtes plus exactement la même personne. C'est d'ailleurs très difficile d'en parler parce que les émotions sont toujours présentes. On
a visité le service de réanimation de l'hôpital de Yérémony, dans laquelle vous avez une quarantaine de lits de réanimation avec des moniteurs qui bipent sur chacun d'entre eux, avec certains soldats qui ont perdu les pieds, certains soldats qui ont perdu leurs mains, certains soldats qui ont perdu leur visage, puisque les armes à sous-munitions font énormément de dégâts et blessent un certain nombre d'entre eux. Donc avec eux, on n'a pas pu échanger, puisque c'était des patients qui étaient en réanimation, donc on est avec des patients qui sont sévèrement touchés et sévèrement atteints. On a vu toutes les familles qui attendaient aux portes de la réanimation pour prendre des nouvelles des jeunes qui étaient là, parce que c'est des jeunes, 18, 19, 20 ans. Ouais, c'est des visions d'horreur, et je peux vous assurer que ça nous hante un certain nombre de nuits depuis qu'on est revenu. Après, on a aussi échangé avec des patients qui s'en sortaient bien, dans des unités stabilisées, avec des messages d'espoir, avec des jeunes qui étaient fiers d'être allés défendre la patrie, qui étaient fiers de ce qu'ils ont accompli, des familles mobilisées derrière pour les soutenir, un message d'espoir qui était véhiculé. On a vu aussi des journalistes, puisqu'on a vu un journaliste russe qui avait été qui a été blessé par le pied. Preuve d'ailleurs que des journalistes ont été intentionnellement ciblés par l'Azerbaïdjan, puisque comme vous le savez, il y a eu des journalistes du monde qui ont été visés, qui ont été ciblés. Et là, nous avons vu un journaliste russe qui a été ciblé. Là encore, il y a de fortes présomptions que les Azéris aient très bien vu que ce soit des journalistes et visé spécifiquement les journalistes. En tout cas, comme les Azéris disent qu'ils choisissent très précisément leurs cibles et qu'ils sont équipés de drones dernier cri pour pouvoir identifier les cibles, j'imagine que si des journalistes ont été touchés, c'est qu'il y avait une volonté assumée en fait de le faire. Donc tout ça pour vous dire que oui, on a vu l'horreur dans cet hôpital et en même temps, voilà, beaucoup de dignité chez les familles, beaucoup de dignité chez tout le peuple arménien en fait, qui sait très bien qu'ils mènent un combat à la fois contre les Azéris, mais aussi contre la politique expansionniste d'Erdogan et contre les djihadistes venus de Syrie, qui est seul, mais qui a conscience de faire son devoir pour pouvoir porter ses valeurs, son histoire chrétienne déjà, mais ses valeurs aussi de liberté et de démocratie, puisque je le rappelle, l'Arménie est une démocratie et l'Artsakh est une démocratie. Quand moi j'y étais allé en septembre dernier, puisque j'y étais allé en septembre 2019 avec un certain nombre de parlementaires, moi je m'étais d'ailleurs exprimé au Parlement de l'Artsakh, puisqu'il y avait une trentaine de députés. C'est un pays, c'est une république démocratique qui porte très haut et très fièrement la valeur de la liberté. Ce qui n'est pas le cas de ses voisins. Et ça devrait d'ailleurs nous interroger tous, en France, en Europe et dans le monde, sur les valeurs qu'on véhicule. Voilà. Ce n'est pas juste un conflit entre deux peuples. Ce n'est pas ça. Il y a beaucoup plus gros qui se joue. Et il y a derrière tout ça des valeurs, et moi je suis attaché aux valeurs de liberté et de démocratie, et je sais où j'habite. Je sais quelles sont mes valeurs et je les défendrai toujours. Et je pense que certains devraient d'ailleurs le faire. Voilà ce qu'on a vu à l'hôpital de Yérémony, mais on a vu aussi des moments très touchants avec des familles. On est allé à Goris, par exemple. Goris est un point d'atterrissage, entre guillemets, d'un certain nombre de familles qui reviennent du couloir de la Chine et qui atterrissent, qui arrivent à Goris. On a vu des familles, il y avait une dame qui s'appelait Gaïané, qui était là avec ses enfants en bas âge, et son mari était au front. Et ses grands-parents aussi étaient au front, parce que les grands-parents sont souvent aussi au front pour pouvoir faire de la logistique, de la cuisine et aider les soldats qui sont présents localement. Mais c'est des scènes absolument déchirantes. Mais encore une fois, toujours avec beaucoup de dignité. Moi, je suis très admiratif de la force, de la conviction, de la combativité, mais apaisée et digne de tous ceux qu'on a rencontrés. On n'était pas dans le pathos ou on n'était pas dans l'émotionnel qui manque de dignité. On était dans une dignité, mais je vous assure qu'il force l'admiration de tous ceux qui étaient membres de la délégation. Et voilà, moi je veux aujourd'hui, ce soir, à nouveau leur redire tout mon soutien et toute mon admiration face à la terrible épreuve qu'ils traversent. Voilà. Merci, monsieur le député. J'en profite pour m'adresser aux personnes qui nous regardent en direct. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. On y répondra, comme ça, ce sera un petit peu plus interactif aussi. On a d'ailleurs une question, monsieur le député, on a parlé des hôpitaux. On a pris connaissance ce week-end d'une aide humanitaire envoyée par la France en Azerbaïdjan.
et dans le même temps une aide humanitaire envoyée en Arménie. On va pas se cacher que c'est quand même très osé dans la mesure où on sait que des djihadistes et des mercenaires sont appelés dans cette guerre pour attaquer les positions arméniennes, attaquer les civils arméniens. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette aide humanitaire apportée Moi, j'ai vu les communiqués de presse comme vous. J'ai eu la même réaction d'étonnement et de colère que vous. J'ai remonté immédiatement la question au Quai d'Orsay et aux ambassadeurs. Moi, j'attends des explications. Parce que bien que je comprenne que les morts n'ont pas de passeport et que dans l'humanitaire, on sauve les hommes et on sauve pas, voilà, on choisit pas qui on sauve l'humain, qui est un argument que je peux à la limite entendre. On est dans un conflit particulier sur lequel on a dénoncé la présence de djihadistes syriens qui étaient présents sur le théâtre d'opération. On a dénoncé, parce qu'il faut le dire clairement, le président de la République a dénoncé clairement le fait que l'agression de l'Azerbaïdjan était arrivée sans raison, le fait que la Turquie faisait de l'ingérence de façon totalement injustifiée, et le fait que nous avions, nous, en France, des éléments de renseignement qui nous attestaient et qui nous confirmaient la présence de djihadistes syriens. Bon. D'ailleurs, tout le monde en Arménie reconnaît que le président Emmanuel Macron, président de la République, est le seul dirigeant d'Europe et du monde occidental à avoir pris une position aussi forte. Le seul. Vous retrouvez les déclarations de Merkel, de Johnson, de Trump ou d'autres, vous ne les trouverez pas. Le seul qui l'a fait, c'est Macron. Bon. Mais une fois qu'on a fait ça, je ne vois pas comment on peut envoyer de l'aide humanitaire à l'Azerbaïdjan. Je ne vois pas comment, une fois qu'on a constaté qu'il y avait des éléments syriens et qu'on a eu ce discours-là, on peut en même temps envoyer un soutien, même humanitaire, dans ces conditions-là. Donc moi, j'attends des explications. J'en ai demandé. Je pense que c'est une faute du Quai d'Orsay, si c'est confirmé. Et qu'il est peut-être temps de s'interroger sur la volonté permanente du Quai d'Orsay d'être dans une posture de médiation qui ne porte pas ses fruits. Qui ne porte pas ses fruits. Parce que systématiquement, quand on interroge le Quai d'Orsay et les diplomates, c'est « attendez, on peut difficilement faire autrement, on est membre du groupe de Minsk, on est dans une posture de médiation, on ne peut pas prendre position, etc. » Alors, si les diplomates avaient obtenu un cessez-le-feu respecté, je vous dirais bravo. Bravo, la médiation a permis d'obtenir un cessez-le-feu. Ça n'a pas été le cas. Le cessez-le-feu obtenu par les Russes n'a pas tenu, par les États-Unis n'a pas tenu, par la France n'a pas tenu. Si nous étions face à une des parties, à savoir l'Azerbaïdjan, qui s'arrêtait et qui s'arrêtait sur une ligne claire et sur laquelle il n'y a pas d'avancée. Je vous dirais, la médiation, elle peut être valable, puisqu'il n'y a pas une volonté de conquête territoriale. Bon, ça n'est pas le cas, puisque les Azéris ont la volonté d'avancer sur les territoires, sur l'Artsakh, et de les récupérer totalement. Donc on n'est pas sur un contact en ligne de front, on est sur une volonté expansionniste. Dans ces conditions pareilles, quand vous avez une des deux parties, à savoir l'Azerbaïdjan, qui continue d'avancer, qui refuse de respecter le cessez-le-feu, avec tous les efforts de médiation qui ne portent pas leurs fruits, il y a un moment où il faut sortir de la posture de la médiation qui est imposée par le groupe de Minsk. Encore une fois, s'il y avait eu des résultats, je serais le premier à applaudir cette posture de médiation. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de résultat. Et qu'aujourd'hui, la diplomatie, elle a une guerre de retard. Elle a une guerre de retard. Et plus on attend, plus on reste dans cette posture-là, plus on laisse un blanc-seing à la partie azérie d'avancer, de continuer. Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Et je vais même un cran plus loin sur la partie diplomatique. Moi, je pense qu'à rester dans cette posture-là, le conflit va se résoudre entre Turquie et Russie. Mais quelle sera la place de la France et quelle sera la place de l'Europe dans une résolution de conflit où on a eu cette posture-là qui n'a pas fonctionné, sur lequel, encore une fois, le cessez-le-feu n'a pas été respecté et la posture de médiation ne permet pas d'arrêter l'avancée azérie. Donc, moi, je suis assez clair sur cette partie diplomatique-là. Pour revenir à la question sur l'aide humanitaire, moi, j'attends des explications. Tant que j'en ai pas, je considère que c'est une faute. Et tant que j'en ai pas, je considère qu'elle est le révélateur d'une position du Quai d'Orsay et de la diplomatie française qui se réfugie systématiquement derrière une posture de médiation du groupe de Minsk, qui en réalité me paraît complètement dépassée par les événements, qui ne me paraît pas productive, qui ne me paraît pas aller dans le bon sens et qui n'empêchera absolument pas les Azéris de continuer à avancer
pour avoir une médiation, quand vous faites de la médiation, il faut avoir des parties qui ont la volonté de se mettre autour de la table et d'avancer dans la médiation. Quand vous avez une des deux parties qui, en réalité, se fout complètement de la médiation, l'Azerbaïdjan, la médiation ne porte pas ses fruits. Voilà, donc je pense que c'est ça maintenant le message qu'il faut essayer de porter. Et je pouvais compter sur beaucoup de parlementaires pour faire remonter notre étonnement et notre questionnement et surtout notre volonté de sortir, je dirais pas de la neutralité, parce que c'est pas vraiment une neutralité. Encore une fois, les mots du président et de l'exécutif ont été très clairs. Condamnation de l'agression de l'Azerbaïdjan, condamnation de l'ingérence turque, condamnation de la venue de djihadistes syriens. Donc, on n'est pas exactement dans une neutralité suisse où, grosso modo, on ne dit rien. C'est pas le cas. Par contre, on est toujours dans une posture de médiation où on se dit qu'on n'a pas le droit de trop prendre position parce qu'on veut rester dans une posture de médiation. Ça, par contre, je crois que c'est dépassé. Aujourd'hui, c'est dépassé. Encore une fois, ou alors je suis prêt à la contradiction, mais qu'on me montre que c'est efficace et que ça apporte quelque chose. J'ai le sentiment que ça n'apporte plus rien. Et moi, mon objectif, je vais vous dire franchement, c'est pas il faut sauver le soldat Minsk, c'est il faut sauver les Arméniens. Voilà. Et donc, moi, mon objectif, c'est pas sauver le groupe de Minsk pour sauver le groupe de Minsk. Mon objectif, c'est de sauver le peuple arménien, les Arméniens d'Arménie et de l'Artsakh, de l'agression qu'ils sont en train de subir. Et donc, je suis très clair, à titre personnel et avec d'autres parlementaires, sur cette position. Et justement, vous avez parlé de ça. On viendra, parce que je vois les questions en même temps, j'essaie de suivre en même temps. On a beaucoup de questions sur la résolution aussi, on va y venir. Mais puisqu'on parle de ça, comment est-ce qu'on peut expliquer ce décalage entre les déclarations du président de la République Emmanuel Macron et avec le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et le Quai d'Orsay? Comment on explique ce décalage-là? Un président de la République qui dit c'est l'Azerbaïdjan, il y a des djihadistes, et un ministre de l'Europe et des Affaires étrangères qui répond aux députés lors des questions d'actualité au gouvernement, qui leur dit non, on reste neutre, l'Azerbaïdjan est un pays ami. Pourquoi ce décalage-là? Vous avez présenté un petit peu la situation. Alors, déjà, d'une part, la position même de Jean-Yves Le Drian, elle évolue. C'est-à-dire que si vous écoutez la réponse à la question de Daniel Gazarian il y a quelques semaines, et la réponse à Anne-Laurence Pétel cette semaine, puis la réponse au sénateur toujours cette semaine, je vous assure, regardez les vidéos, vous allez voir que le discours, il évolue sensiblement. C'est-à-dire que autant la réponse à Daniel était, je crois, vraiment pas appropriée, d'ailleurs très peu applaudi, autant je pense que ce qu'il a dit au Sénat montre qu'il y a quand même une évolution des choses qui est en train de se passer. Mais c'est lent. C'est lent, ça arrive tard. Comment est-ce que je l'explique? Je l'explique par le fait que le président, il a parfaitement conscience de ce qui est en train de se passer et qu'encore une fois, c'est le seul dirigeant du monde à avoir dénoncé les choses. Le seul. Le seul. Mais en même temps, il a des diplomates et il a probablement au sein du Quai d'Orsay, il y a une longue tradition, mais qui n'est pas nouvelle et qui est décrite dans beaucoup d'endroits, de complaisance vis-à-vis de l'Azerbaïdjan par intérêt économique, parce qu'on fait miroiter des contrats, parce que ça paraît intéressant d'un point de vue du développement, etc. Mais qui n'est absolument une surprise pour personne. Vous avez au sein du Quai d'Orsay des conseillers qui sont totalement pro-azéri, voire pro-turc, et qui l'assument totalement. On les entend pas beaucoup en ce moment, mais je peux vous assurer qu'ils sont là et que c'est pas nouveau. Ça date pas d'il y a 3 ans. Moi qui connais un petit peu les diplomates, parce que j'ai une personne dans la famille qui sont diplomates, je peux vous assurer que ça n'est pas quelque chose de nouveau. Ils œuvrent en coulisses. À ça, vous rajoutez la propagande azérie, vous rajoutez éventuellement toute la diplomatie du caviar qui a été menée ces dernières années par les Azéris, et ça facilite pas les choses. C'est-à-dire que vous avez des forces qui ne poussent pas toutes dans le même sens. Donc moi, je pense que le président a les idées extrêmement claires, et d'ailleurs pas que les idées, il a des propos extrêmement clairs sur le sujet, mais je pense qu'au sein du Quai d'Orsay, il y a des forces contraires qui n'œuvrent pas dans ce sens-là. Et je vais vous dire même au Parlement, il y a des forces contraires qui n'œuvrent pas dans ce sens-là. Il y a probablement dans les jours qui viennent une délégation de parlementaires qui va vouloir partir en Azerbaïdjan. En tout cas, moi, c'est ce que un collègue que je ne citerai pas m'a clairement indiqué. Et vous allez voir à l'œuvre toute la propagande azérie sur le sujet. Donc, on est dans un conflit, et ce conflit-là,
montre que même en France, tout le monde ne tire pas dans le même sens et n'a pas la même position sur le sujet. Voilà comment est-ce que je l'explique. Est-ce que je le justifie? Non. Est-ce que j'en suis heureux? Non. Est-ce que je soutiens ça? Non. Est-ce que j'aimerais que ça soit différent? Oui. Mais voilà. Mais on est un certain nombre de parlementaires, nous, à défendre nos convictions et à nous dire aussi que je reviens sur la notion de valeur, que quelle que soit la nature des contrats qu'il peut y avoir, quelle que soit la notion économique. Vous savez, moi, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé 8 ans dans le privé, j'ai été auprès des entreprises et des industries, donc je connais parfaitement les mécanismes économiques. Mais cela dit, il y a quelque chose qui passe avant tout ça, c'est les valeurs. Voilà. Et désolé, mais l'Azerbaïdjan, ce n'est pas une démocratie. L'Azerbaïdjan, ce n'est pas un pays libre. L'Azerbaïdjan, ce n'est pas un pays où la liberté d'expression et la liberté des journalistes est pleine et entière. Donc, à un moment, il y a l'économie, d'accord, mais il y a aussi une question de valeur. Et le jour où on vend nos valeurs et notre âme, j'allais dire, au diable, je pense qu'on a perdu notre raison d'être et notre cohésion nationale. Donc, pour retrouver ce sens-là, ce qui fait qu'on est ensemble, là, ensemble sur Zoom, sur Facebook, mais surtout en tant que nation, ce qui fait qu'on est ensemble. C'est pas juste des intérêts économiques, c'est pas juste du business, c'est pas juste des chiffres. C'est une conscience humaine, c'est une histoire autour des Lumières, c'est une philosophie, c'est un système de valeurs, c'est un amour de la démocratie, c'est un amour de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est ça qui fait qu'on est ensemble. Le jour où vous vous dites, bon, écoutez, c'est vrai que ça, c'est important, mais en même temps, quand même, il y a des intérêts, mais vous perdez votre âme et vous perdez votre ciment social, vous perdez ce qui fait que la nation, elle tient ensemble. Donc voilà, donc, j'espère bien que les forces qui tirent dans le sens inverse au sein de la diplomatie française et au sein du Parlement français, parce qu'ils existent, je peux le dire, j'espère bien qu'on va réussir à les sortir de leur calculatrice et qu'à un moment, on va réussir à mettre ce qui est le cœur de notre nation, c'est-à-dire les valeurs, au premier d'entre elles, la liberté et la démocratie. Voilà. Justement, en parlant de commerce et d'accords commerciaux, avant de passer encore une fois sur la résolution, parce qu'on a beaucoup de questions sur ça, est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que la France arrête toutes ses exportations de matériel militaire et paramilitaire à l'Azerbaïdjan? Est-ce que c'est possible concrètement? Parce que c'est ce qu'on veut. On n'accepte pas que les armes françaises elles puissent attaquer des civils arméniens par l'Azerbaïdjan ou par la Turquie ou autre. Est-ce que vous pensez que c'est possible, ça? Alors, non seulement c'est possible, mais c'est plus que souhaitable. Cela dit, je rappelle, hein, les chiffres aujourd'hui des exportations en Azerbaïdjan sur les armes sont très petits. Enfin, la France n'est pas du tout le premier contributeur à l'Azerbaïdjan. Et je cru voir passer aujourd'hui un article sur Nouvelles d'Arménie qui donnait la réponse du gouvernement sur le fait que aucune arme française ne servait aujourd'hui dans le conflit du Karabakh. Mais enfin, peu importe, moi je suis pour un gel intégral des exportations d'armes, ça c'est très clair, mais au-delà même des armes, je pense qu'il faut aller plus loin. Il y a la question des sanctions économiques vis-à-vis de la Turquie et vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, au-delà même de la question des armes. C'est non seulement les armes, oui, c'est vrai, bien sûr qu'il faut arrêter les exportations d'armes en Azerbaïdjan, mais au-delà même des armes, il faut arrêter au niveau des échanges économiques. Au-delà de ça, est-ce qu'on a à un moment évoqué la question des sanctions des dirigeants? Est-ce qu'on a évoqué cette question-là? Il faut y aller. Donc, je veux dire, il y a toute une gradation dans les sanctions, mais qui, à ce stade, à ma connaissance, n'a pas été déployée par le Quai d'Orsay. Donc, je vous rejoins totalement. Oui, il faut arrêter totalement les exportations d'armes en Azerbaïdjan, même si, encore une fois, c'est pas ça qui va changer la donne, puisque leur approvisionnement en armes, il vient pas de la France. C'est pas la France qui fournit les armes à l'Azerbaïdjan. Regardez les chiffres, regardez les fournisseurs, vous allez voir que c'est pas la France. Et oui, il faut l'arrêter totalement. Il faut arrêter, même au-delà de ça, à mon avis, un certain nombre d'exportations. Il y a des sanctions commerciales qui existent, qu'on peut totalement mettre en place. Et ensuite, il faut éventuellement menacer au portefeuille les dirigeants avec la question des avoirs et avec la question des sanctions directement sur les dirigeants. Mais cette palette de solutions-là, c'est pas dans 10 ans qu'il faut la mettre en place, c'est maintenant. Il y a un besoin d'action maintenant. Donc, je rejoins ça. Alors, le ministre des Affaires étrangères, dans sa réponse au Sénat, justement, cette semaine, a ouvert la voie à ces options-là en disant qu'ils allaient, dans les semaines qui viennent, d'ici le prochain Conseil de l'Europe, réfléchir à cette palette de solutions et que toutes les options étaient sur la table. Je comprendrai les termes précis. Je crois que c'était ça. Donc, ça veut bien dire qu'ils y réfléchissent. Mais il faut aller vite. Et maintenant, il faut y aller à fond. Et au petit jeu, d'ailleurs, du boycott, parce qu'il y a quelques semaines, il y avait la Turquie menacée de boycott, etc. Mais je rappelle qu'encore une fois, c'est eux qui ont à perdre dans le boycott. Parce que, je veux dire,
nous, on importe un certain nombre de produits turcs. Beaucoup de produits turcs qui sont produits en Turquie qui viennent en France. Donc, le jour où nous, on décide d'arrêter les importations et avoir des sanctions commerciales, je peux vous assurer que le perdant, c'est pas la France. Donc, là encore, il faut être offensif sur ces sujets-là. Bien sûr, après, si on se réfugie systématiquement derrière la posture du médiateur qui ne peut prendre aucune position parce qu'il est piégé par son rôle de médiateur et qui pense obtenir quelque chose par son rôle de médiateur qui, en réalité, il n'obtient absolument pas. Bien sûr, si on continue dans cette logique-là, on ne va pas faire grand-chose, mais du coup, la solution au conflit, elle ne passera pas par nous dans ces cas-là. Et la France, elle ne pèsera pas dans la résolution du conflit si elle reste en retrait. La France et l'Europe, d'ailleurs, pas que la France. Et ça se réglera entre les Turcs et les Russes. Ce qui n'est absolument pas mon souhait et le souhait des Français, j'en suis convaincu. Donc voilà, pour répondre à la question des sanctions, oui, 1000 fois oui. Faut pas tergiverser, faut pas hésiter sur ce sujet-là. Voilà. Vous avez parlé de... Ne serait-ce que parce que le fait de menacer sur ces sujets-là peut faire réfléchir. Il faut aussi l'avoir en tête. C'est-à-dire que le jour où vous le mettez vraiment sur la table, ça fait réfléchir aussi la partie adverse. Ouais. Vous avez parlé de résolution, on va y venir maintenant. Vous avez parlé d'action. Et on va donc maintenant parler de la proposition de résolution visant à la reconnaissance de la République d'Artsakh par l'Assemblée nationale, qui est portée par les députés Guy Tessier et François Pupponi, dont vous êtes co-signataire avec pas mal de parlementaires, de députés. Est-ce que vous pouvez nous la présenter rapidement en quelques mots, nous parler des co-signataires? On sait que c'est quand même une proposition de résolution qui est transpartisane. On y trouve aussi bien des députés LR, des députés LREM, des députés PS. Qu'est-ce que la reconnaissance de la République d'Artsakh par la France peut changer dans ce conflit? Alors, plusieurs questions, Sacha. La première, moi déjà, je voudrais saluer le travail de mes collègues sur le sujet, puisque vous l'avez dit, elle a été déposée par Guy Tessier, elle a été déposée par François Pupponi, et heureusement, on a la chance d'avoir des parlementaires qui, de longue date, quel que soit leur parti, sont des soutiens actifs, fervents, inflexibles du peuple arménien et de l'Artsakh. Donc, moi, je leur dis vraiment un grand merci. Sur la partie co-signataire, on en est, je crois, on est près d'une centaine. Je ne voudrais pas dire de bêtises, il faudrait demander à Guy ou à François, mais je pense que si on groupe la qualité, on doit être 80 84, il me semble. 84, d'accord. Ça évolue. Ça évolue de toute façon parce qu'on essaye de convaincre un maximum les collègues et vu les événements sur le terrain, on arrive de plus en plus à en convaincre. On a chaque jour des personnes qui se rajoutent. J'ai eu hier François au téléphone qui disait que chaque jour, des parlementaires rejoignaient la résolution. De tous les bords politiques. Hein. Donc, faut pas, faut clairement dire les choses. On va pas faire de politique politicienne sur le sujet. On est aligné sur ce sujet-là. Reste un sujet, pardon de parler de la technique parlementaire, reste un sujet du calendrier, c'est-à-dire quand est-ce qu'on fait l'ordre du jour. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas le fonctionnement parlementaire, on se réveille pas le matin en se disant au Parlement, tiens, aujourd'hui, je vais mettre ça à l'ordre du jour et on le débat aujourd'hui. Ça marche pas comme ça. On a 577 députés et chaque député, chaque matin, peut pas arriver avec son sujet. Donc, les choses sont organisées de telle sorte que chaque mouvement, chaque groupe politique a ce qu'on appelle une niche parlementaire, c'est-à-dire un créneau dans l'agenda parlementaire pour faire passer ses propositions de loi, ses idées, ses résolutions dans un jour particulier par mois. Le reste du temps, ce sont des projets de loi gouvernementaux sur l'état d'urgence, sur la finance, sur l'économie, sur tous les projets gouvernementaux que vous voyez arriver qui sont poussés par le gouvernement. Mais les parlementaires ont une journée, ça s'appelle la niche, pour travailler sur des sujets qui leur tiennent à cœur chaque mois. La prochaine niche, c'est le groupe Agir, en novembre. Donc, on essaye de convaincre le groupe Agir de déposer éventuellement la résolution. Si on n'y arrive pas, il y a le groupe LR qui arrive juste après en décembre. Donc, ça peut être un autre créneau pour le groupe LR de déposer ça. Et puis ensuite, vous avez chaque parti, comme je vous ai dit, qui a sa journée mensuelle dans les mois qui viennent. Mais il faut bien avoir conscience de quelque chose, c'est qu'effectivement, le calendrier parlementaire, il est lointain. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on peut résoudre du jour au lendemain. Il faut trouver le bon créneau et réussir à l'insérer dans le calendrier. Je peux vous assurer, vous n'imaginez pas le travail colossal qui peut être fait en coulisses, dans les couloirs, pour essayer de convaincre, pour essayer de pousser. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour que ça arrive en novembre. Et si ça ne marche pas en novembre, on fait tout ce qu'on peut pour que ça arrive en décembre. Et si ça ne marche pas en décembre, on fera tout ce qu'on peut pour que ça arrive en janvier. On a de plus en plus de co-signataires, donc ça commence à donner un poids politique au sujet. Et c'est important de pousser. Qu'est-ce qu'elle dit, la résolution? Je ne vais pas la lire en intégralité, elle est un peu technique.
mais elle vise à inviter le gouvernement à reconnaître dans les plus brefs délais la République d'Artsakh. Voilà. Vu le conflit, vu la posture de l'Azerbaïdjan, vu l'ingérence turque, vu l'arrivée de groupes djihadistes, donc il y a un certain nombre de considérants qui sont dans la résolution. La finalité de cette résolution, c'est une reconnaissance de la France, une invitation du Parlement à reconnaître la République d'Artsakh dans les plus brefs délais. Donc bien sûr, je suis co-signataire, évident, et on a un certain nombre à l'être, et on va tous pousser pour que ça marche. J'attire néanmoins votre attention. À quoi elle sert? Elle sert à mettre la pression sur les Azéris en disant, vous allez voir, il y a de plus en plus de pays, de parlements, de villes, de régions, de parlements régionaux qui vont reconnaître. Donc ça met une pression sur l'Azerbaïdjan en leur disant, vous êtes en train de perdre sur la scène internationale votre crédit, et ça apporte un soutien franc et entier au peuple de l'Artsakh et à la République d'Artsakh. Donc c'est un moyen de pression, et c'est un moyen de protéger les populations. C'est-à-dire de dire, nous reconnaissons leur liberté à disposer d'eux-mêmes, la liberté du peuple à disposer de lui-même. Donc c'est un instrument de pression, c'est un instrument de protection qui peut être brandi et qui est un outil qui est une pierre de plus. Mais néanmoins, là, je vous parle honnêtement, je vous dis les choses honnêtement, on se dit les choses, Sacha. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui instantanément arrête les bombes. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui instantanément fasse que l'Azerbaïdjan et la Turquie cessent les combats. Pourquoi? Parce que vous voyez bien dans d'autres territoires autour de la Turquie, vous avez beau avoir des frontières et des territoires qui sont internationalement reconnus par quasiment tous les pays du monde. Chypre, la Grèce, les eaux territoriales méditerranéennes, où la frontière n'est pas en débat, où il y a de multiples traités internationaux et le droit international reconnaît parfaitement ces frontières. Bon, ça ne les empêche pas de les mettre en question et de les pousser, y compris militairement, dès qu'ils le peuvent. Ça veut bien donc dire que ce n'est pas parce que vous avez une reconnaissance, y compris internationale, pas que française, internationale, que se permettent du coup de dire comme c'est reconnu, du coup je n'y vais pas. La réalité, c'est qu'on est face à un régime en Turquie mené par Erdogan qui est profondément expansionniste, et vous le voyez sur tous les théâtres autour de la Méditerranée, qui a une volonté d'ingérence et d'expansion impérialiste, qui est complètement indéniable. Et ça n'est certainement pas les reconnaissances des traités internationaux et le droit international qui l'arrêtent. Donc je préfère le dire très clairement, ça n'arrêtera pas du jour au lendemain les bombes, et surtout, il y a un sujet d'urgence. C'est-à-dire que le calendrier parlementaire est trop long, alors que là, on est sur des combats qui, chaque jour, font des blessés, font des morts, avec une urgence à mettre un terme au conflit tout de suite. Donc, si c'est pour passer une résolution, en novembre, j'espère que ça pourrait être fait, mais si c'est pour la passer en décembre, et que décembre, c'est déjà très loin dans la guerre. Janvier, c'est encore plus loin. Alors, imaginez, chaque jour qui passe, c'est un point. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être mobilisé, il faut la pousser, on va tout faire pour qu'elle marche et on va la mettre à l'ordre du jour le plus rapidement possible. Je vous assure qu'on fait tout. Mais je vous invite aussi à l'honnêteté intellectuelle sur ce sujet-là, à savoir que ce n'est pas ça qui arrêtera l'impérialisme d'Erdogan, et que actuellement nous sommes dans une urgence où chaque heure compte, chaque jour compte, et sur lesquels les parlements du monde entier, eux, sont sur des délais qui sont beaucoup plus longs. Donc, il faut avoir conscience de ça. Mais une fois qu'on s'est dit les choses en toute honnêteté, on avance et on fait tout pour y arriver. Voilà. Vous nous avez parlé donc vous nous avez parlé avec transparence. D'ailleurs, je vous en remercie. C'est pas tout le monde qui l'aurait fait. Donc, ce que on nous pose comme question là en direct live, c'est est-ce que vous pensez que cette résolution elle est réaliste dans la mesure où la position du Quai d'Orsay elle risque peut-être d'être contre cette résolution? Est-ce qu'on va quand même arriver à mobiliser un maximum de députés pour que cette résolution elle puisse être votée si elle est présentée, on l'espère rapidement comme vous l'avez dit? Moi, je suis convaincu. Déjà, vous savez, les députés, ils ont de l'indépendance d'esprit. Et vous savez, moi, je suis dans le parti de la majorité présidentielle. Je suis solidaire de beaucoup de choses, mais j'ai aussi des convictions personnelles et des combats personnels que je mène. Et c'est pas parce que parfois j'ai un avis contradictoire du gouvernement que ça m'empêche d'avancer. Et j'ai déjà montré dans plein de projets de loi depuis le début de mon mandat, quand il y a des sujets qui me tiennent à cœur, je les porte jusqu'au bout, y compris quand le gouvernement donne un avis défavorable au banc quand j'étais rapporteur. Donc je n'ai aucun problème à m'émanciper et avoir une liberté de ton. C'est la démocratie aussi. Les parlementaires, ils sont là aussi pour apporter leur pierre à l'édifice. Donc, n'ayez crainte sur la volonté
sur l'indépendance d'esprit de très nombreux parlementaires, y compris au sein de la majorité. N'ayez crainte aussi sur le fait qu'il y a énormément d'amis de l'Arménie, des Arméniens, qui, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur fidélité au gouvernement ou pas, voteront cette résolution. Et que, je le pense, je le redis, je l'ai dit tout à l'heure, que la posture de refus du Quai d'Orsay va devenir jour après jour intenable. Que la posture de médiation qui se réfugie derrière le groupe de Minsk pour dire on ne peut rien faire parce qu'on est médiateur, ça ne marche que si on a des résultats ou des avancées concrètes. Quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas de cessez-le-feu obtenu et respecté, quand il n'y a aucune perspective de médiation, cette posture-là n'est plus tenable. Donc, soit ils ont des résultats avec leur posture de médiation, et moi je suis prêt à tout entendre, soit il n'y en a strictement pas, voire même pire, ça nous empêche d'agir, et auquel cas, c'est notre position qui doit l'emporter. Donc, voilà, pour toutes ces raisons-là, je pense que oui, sans doute que le Quai d'Orsay, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura des forces qui n'iront pas dans le sens de cette résolution-là. Et vous allez avoir une pression chez les parlementaires qui est forte. Vous allez avoir les téléphones qui vont sonner. Vous allez avoir des personnes qui vont appeler en disant surtout, surtout ne signe pas. Y compris d'ailleurs chez certains parlementaires, que je ne vais pas citer. Mais vous allez avoir tous ces jeux-là. Donc, mais cela dit, on sera fort pour résister à la pression. 2, il y a des volontés très fortes à l'Assemblée, quels que soient les partis. Et 3, au fur et à mesure que le temps avance, au fur et à mesure que les Azéris essayent d'avancer, la posture de médiation, elle devient de plus en plus intenable. En tout cas, moi, je ne sais pas comment on la tient. Voilà, pour le dire assez franchement. Donc, gardons espoir et sachez qu'on sera mobilisés pour le faire passer. Est-ce que ça fera l'unanimité? Non. Bien sûr que non, ça ne fera pas l'unanimité. Est-ce que pour autant, on est capable de dégager une majorité? Moi, vu la nature des signataires, le nombre de signataires et l'évolution du conflit, je suis de plus en plus optimiste sur notre capacité à réunir une majorité. Donc, je pense qu'il faut en tout cas le tenter et il faut aller au bout. Voilà. Très bien. Très, très bien. On va, pas finir, mais on va commencer à se diriger vers la fin. Je voulais vous poser une question sur le climat de terreur qui est manœuvré, orchestré par fin à ce climat de terreur qui est manœuvré par Erdogan. Est-ce que justement les sanctions économiques dont vous avez parlé précédemment, elles peuvent mettre fin à l'influence d'Erdogan en France? Mais bien évidemment, moi, je condamne absolument ces violences-là qui sont totalement inacceptables. Je remercie les forces de l'ordre d'ailleurs d'être intervenues à ce moment-là pour protéger les Français d'origine arménienne qui étaient ciblés par ces hordes de barbares sur notre territoire. Je remercie aussi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a poussé pour la dissolution des loups-gris, qui est arrivé rapidement. Donc moi, je suis très heureux qu'il y ait eu cette dissolution qui soit prononcée. Il faut aller plus loin d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les loups-gris. Il y a des organismes de financement, il y a d'autres associations qui gravitent tout autour des loups-gris et qu'il faut absolument dissoudre. Donc il faut continuer sur cette politique-là qui est menée de dissolution de ces groupuscules qui n'ont pas leur place sur le territoire de la République. Ça me paraît totalement certain. Au-delà de ça, il faut continuer à porter une voix forte sur la Turquie. Là encore, pardon, mais je rappelle que le président de la République a été, encore une fois, un des très rares dirigeants européens à avoir une voix si forte sur l'expansionnisme turc et sur la politique menée par la Turquie. En tout cas, ceux qui ne le croient pas, je vous invite à regarder les déclarations de l'Allemagne, du Danemark, de nos voisins européens en général, pour voir que voilà, il y a certains dirigeants qui ont des mots forts et qui agissent du coup pour dissoudre ces groupes-là et s'y attaquer, et d'autres qui en réalité ne jouent absolument pas dans ce sens-là. Donc, il faut continuer les dissolutions de ces groupuscules. Il faut continuer à soutenir nos forces de l'ordre qui les combattent, parce que ces forces de l'ordre-là, elles sont là pour protéger la population. Et quand les Français d'origine arménienne sont attaqués, bien évidemment que les forces de l'ordre sont là pour les protéger. Il faut continuer aussi à montrer une attitude républicaine. Et moi, je veux saluer tous les Français d'origine arménienne, tous les Arméniens de France, qui ont eu une attitude extrêmement responsable dans toutes leurs manifestations, irréprochable, pas une seule violence.
des propos républicains, des drapeaux français aux côtés des drapeaux arméniens, pas de violence, pas d'appel à la haine, pas de ciblage, etc. Donc moi, chapeau, parce que c'est exemplaire. C'est exemplaire. Il faut continuer sur cette lancée-là. Et il faut, au niveau européen, bien sûr, pousser pour l'arsenal de sanctions que j'ai évoqué tout à l'heure et qui doit être mis sur la table. Voilà. Il y a des sanctions commerciales, il y a des limitations des importations et des exportations, il y a éventuellement des sanctions sur les dirigeants, il y a des gels d'avoirs. Tout ça doit être envisagé, mais ça doit être mis sur la table et mis sur la table vite, parce que, encore une fois, il y a une urgence derrière. Mais encore une fois, je pense qu'il faut pas être naïf sur ces sujets-là. Il faut pas être naïf parce que plus vous laissez le danger augmenter et la politique expansionniste d'Erdogan avancer, plus vous lui donnez un blanc-seing pour aller encore plus loin. Voilà. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas s'il a envie de s'arrêter au Karabakh. Je ne sais pas s'il n'a pas envie aussi d'aller plus loin. Et si on laisse faire, vous êtes face à un dictateur, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui a une vision impérialiste de l'Empire ottoman et qui va aller plus loin, qui ne va pas s'arrêter là. Et chaque renoncement, chaque petit renoncement de la part des Européens et des Occidentaux est un blanc-seing pour les encourager à aller plus loin. Donc, je voudrais vous citer une phrase de Churchill sur ce sujet qui est assez évocatrice. Churchill, il disait on ne devrait jamais tourner le dos à un danger pour tenter de le fuir. Si vous le faites, vous le multiplierez par 2, mais si vous l'affrontez rapidement et sans vous dérober, vous le réduirez de moitié. Voilà. Donc je pense qu'on est dans ce temps-là. Et qu'à un moment, charge à nous de voir le danger en face et plutôt que d'essayer de l'éviter en disant pas de vague, pas de vague, pas de vague, d'en l'affronter clairement maintenant, parce que si on ne l'affronte pas maintenant, demain, il sera, à mon avis, 2 fois plus grand. Voilà. Merci, monsieur le député. On va prendre 1 ou 2 questions en live. J'en ai vu une passer. Qu'est-ce que la France peut faire en attendant la résolution et en attendant les possibles sanctions, concrètement pour la population d'Artsakh qui est sous les bombes aujourd'hui et qui défend sa terre au péril de la vie de ses soldats. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement ? Au niveau institutionnel, je vous ai déjà parlé de la palette de sanctions sur lequel il faut que la France gonfle les muscles sur la partie des sanctions. En tout cas, c'est mon opinion. Et qu'elle sorte de la posture de médiation qui, à mon avis, n'arrive à rien. Donc ça, c'est le premier point. Après, au-delà de ça, il y a aussi toute l'aide humanitaire qui peut être apportée. Donc il y a énormément de collectivités locales qui s'investissent, et d'ailleurs de longue date en Arménie. Nous, on a visité par exemple le centre de cardiologie franco-arménien à Goris, financé aussi par les Bouches-du-Rhône, par les Bouches-du-Rhône en fait, avec des ambulances, avec du matériel, avec des médecins. Donc il y a toute la partie humanitaire sur laquelle la France est en pointe. Les collectivités locales sont en pointe. La société civile l'est. Vous avez vu, il y a le Fonds arménien de France qui fait un travail remarquable, qui envoie énormément d'argent et de moyens pour pouvoir aider. Et la société civile a son rôle à jouer. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, avec la communication qui a été faite, l'appui de stars et d'artistes, mais qui est nécessaire pour toucher largement le grand public. Kardashian a fait un travail formidable. Donc voilà, on a d'ailleurs des artistes qui, chez nous aussi, se mobilisent. Je crois qu'il y a un concert qui est prévu bientôt et qui sera diffusé. Vous pouvez acheter des places d'ailleurs en ligne, en web, enfin un concert en digital. Les fonds seront utilisés pour aller aider le peuple arménien et le peuple de l'Artsakh. Donc voilà, toute cette mobilisation-là, il faut le faire. Je pense que là encore, les grandes voix médiatiques, elles ont leur part à jouer. Il y a quelques années, on avait Aznavour qui portait une voix très forte, et je suis convaincu que s'il était là encore aujourd'hui, il porterait cette voix très forte et qu'il aurait eu cette voix forte. Mais je pense qu'il faut qu'on ait ces personnages-là un peu visibles, un peu populaires, un peu grand public, qui sensibilisent très largement sur ce qui est en train de se passer, malgré le contexte de Covid qui est très compliqué, malgré le fait que tout le monde a les yeux tournés vers autre chose, parce que c'est vrai que le contexte actuel fait que chacun est focalisé sur l'épidémie, que chacun a été focalisé cette semaine sur les élections américaines, et que beaucoup de monde détourne le regard de ce qui se passe au Karabakh. Donc, il faut qu'on arrive à sensibiliser, il faut qu'on fasse beaucoup de bruit. Voilà, donc il faut surtout pas relâcher les efforts, et vous pouvez compter sur la mobilisation. Moi, je le dis très humblement, nous les parlementaires, on a l'outil parlementaire de la reconnaissance, mais toute l'aide concrète que vous pouvez apporter sera bien évidemment la bienvenue là-bas, et chacun peut faire la différence avec l'aide qu'il apporte.
J'ai même le souvenir d'une discussion où l'ambassadeur de France en Arménie, qui fait un travail remarquable, Jonathan Lacote, nous disait qu'il y avait un manque d'ambulances. Parce que vous savez que les ambulances font énormément de trajets entre le front et les hôpitaux, et qu'il y a un besoin d'ambulance. Bon, ben, typiquement, si certaines collectivités nous regardent, ou si vous connaissez des collectivités locales chez vous qui ont des ambulances réformées, ben, elles peuvent les envoyer en Arménie. Encore une fois, les Bouches-du-Rhône l'ont fait dans le centre de cardiologie. Mais voilà, c'est typiquement ça, c'est qu'en fait, il y a des besoins sur place qui sont très importants. Il ne faut pas hésiter à donner et à apporter l'aide nécessaire. On le fait tous, et encore une fois, il faut, dans les moments de crise, il faut savoir se serrer les coudes, et il faut savoir jouer collectif, et je suis sûr que c'est ce qui va se passer. Voilà. Merci, monsieur le député. Dernière question. Bon, c'est un petit peu plus géopolitique. Vous avez parlé des élections américaines et j'ai vu la question passer aussi. On connaissait et on connaît la politique de non-interventionnisme du président Trump. Est-ce que l'élection de Joe Biden, elle va changer quelque chose à cette politique étrangère des États-Unis? Est-ce que ça va changer en bien pour l'Artsakh et pour l'Arménie, en mal? Est-ce qu'on a des informations sur ça? Je sais que bon, c'est géopolitique, c'est très géopolitique, mais est-ce qu'on a des pistes sur ça? C'est surtout que c'est de la politique prospective, c'est-à-dire que c'est de la projection lointaine. Non, moi, je rentrerai pas ni dans la critique dogmatique de l'administration Trump, ni dans l'euphorie généralisée sur la nouvelle administration qui se prépare. Pardon d'être un peu blasé, mais j'ai tendance à penser qu'il faut être, en tout cas moi je suis plus dans l'attentisme, en tout cas dans l'observation, que dans une sorte d'empathie ou d'émotion généralisée où on a l'impression que une grande révolution se prépare. Bon. Ce que je me dis de façon très factuelle, c'est que la dernière médiation qui a été opérée par Mike Pompeo n'a pas fonctionné, puisque le cessez-le-feu qui avait été négocié à Washington, et d'ailleurs on était présent en Artsakh en Arménie à ce moment-là, il n'a pas été respecté. Donc ça veut dire que la médiation sous Trump n'a pas fonctionné. Ce que je sais, c'est que factuellement, pendant sa campagne, Joe Biden a dit très clairement qu'il voulait montrer des muscles pendant la négociation avec la Turquie et par rapport à Erdogan. Donc je sens qu'il y a une volonté du nouveau président élu américain d'avoir une parole forte sur le sujet. Ce que je sais aussi factuellement, c'est qu'il y a une volonté de retrouver une forme de multilatéralisme et de discussion avec les partenaires européens, ce qui fait que d'un point de vue diplomatique, j'imagine que les négociations seront peut-être moins erratiques, moins saccadées, moins imprévisibles qu'avec l'administration Trump. Donc ça facilitera probablement les choses dans le cadre d'une coopération internationale. J'imagine que ça facilitera les choses pour nos diplomates. Néanmoins, est-ce que ça va révolutionner les choses? Est-ce que tout d'un coup, les États-Unis vont reprendre le rôle du gendarme du monde comme il fut un temps, c'était son rôle? Je ne suis pas du tout convaincu, pas du tout. Et ça doit nous inviter, nous, Européens, à toujours se dire qu'on ne peut pas attendre tout des États-Unis. C'est-à-dire qu'on ne va pas regarder outre-Atlantique en disant quand est-ce que les Américains interviennent. Non. On est dans un monde qui a changé. On n'est plus à l'époque de la guerre froide. On n'est plus à cette époque où les Américains étaient les gendarmes du monde. C'est un partenaire. Ce sont des alliés qui ont toujours été fidèles à travers l'histoire de France. Nous avons une très longue histoire depuis la création des États-Unis avec les Américains. Donc nous sommes alliés, nous sommes amis, nous sommes partenaires, nous sommes cousins. Voilà, c'est la force de notre amitié avec les États-Unis. Néanmoins, n'attendons pas tout des États-Unis, ne pensons pas que tout d'un coup, ils vont être les gendarmes. Et sachons, nous, Européens, porter une voix forte, sans complaisance, sans compromission, sans renoncement, pour porter une voix indépendante forte. On a les capacités de le faire, on a l'économie pour le faire, on a les valeurs pour le faire, on a une solidité pour le faire. Il suffit d'avoir cette volonté politique commune de le faire. Et voilà, donc pour répondre à la question, oui, les signaux sont encourageants. Les signaux sont encourageants. Je me réjouis de cette nouvelle perspective. Néanmoins, je reste assez lucide sur tout le chemin qui reste à accomplir, y compris par les Européens, sans attendre tout des Américains. Ouais. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour votre transparence. Merci pour votre mobilisation. On a été très heureux de vous recevoir. Bon, on pourrait y passer toute la soirée, mais il est temps de mettre fin à cet entretien. Je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup au nom de toute l'équipe du journal Hayastan. Merci pour votre accueil. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Prenez soin de vous. J'en profite, je repasse les messages, même si on a parlé beaucoup
d'autres choses, mais pendant cette épidémie, respectez les gestes barrières, respectez la distanciation sociale, respectez le confinement. On en a tous besoin. Il faut jouer collectif, il faut être républicain, il faut respecter les règles. Je suis sûr que vous le faites tous déjà. Donc voilà, je vous souhaite juste une très bonne soirée et puis un bon début de semaine dès demain. Voilà. Merci, monsieur le député, et à tous les auditeurs, à toutes les personnes qui nous regardent en Facebook Live. On vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour ce nouveau rendez-vous hebdomadaire, même jour et certainement même heure. On vous tiendra au courant. Merci beaucoup encore une fois, monsieur le député. Merci à vous. Au revoir.